Bonsoir et bienvenue sur Alafia TV, votre émission politique Alafia Hebdo. C'est tout de suite avec nos quatre invités, à savoir Monsieur Messaoud Ould-Breika, président de l'Assemblée nationale convergente des jeunes du Mali. Merci beaucoup Messaoud d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Nous avons également sur ce plateau Massiré Diop, journaliste, journal indépendant. Merci beaucoup Massiré. Et ensuite, nous avons Amadou Oumar Diallo, qui est aussi journaliste. Merci beaucoup, Amadou. Plaisir partagé. Alors, nous avons enfin avec nous sur ce plateau Monsieur Modibo Sanogo, président du mouvement Mali Renaissance. Merci beaucoup, Modibo, d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec cette attaque à Mondoro, au centre du Mali. Le bilan serait lourd. En tout cas, au même moment, on sait que l'armée malienne est quand même connaît une montée en puissance ces temps-ci. Messaoud Ould-Breika, quelle est votre appréciation? Merci infiniment. Je tiens d'abord à m'incliner devant tous les morts qui sont tombés pour le Mali, qui sont tombés au nom du Mali, et aussi adresser un message de soutien et de solidarité à l'endroit de nos forces nationales de défense et de sécurité, et dire que le combat contre le terrorisme, le combat contre l'insécurité est un combat de longue haleine. Nous n'allons pas compter les morts, mais c'est le résultat final qui compte. Le résultat final, c'est la protection des populations maliennes, c'est la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Et pour ça, nous irons jusqu'au dernier des Maliens. Telle doit être la philosophie partagée des Maliens, telle doit être la philosophie de l'armée. Car lorsqu'un État est en guerre, chaque citoyen de cet État doit se considérer et agir en militaire. Et je pense que les Maliens, à l'unanimité, sont dans cet état d'esprit. Ils sont derrière leur armée nationale, ils sont en sympathie avec leur population et ils sont prêts pour tout sacrifice pour les verts, les jaunes et les rouges. Vous avez donc espoir quant au résultat prochain? Je n'ai pas de doute là-dessus. Ça peut prendre du temps, mais ça arrivera. Ok, merci beaucoup, Messaoud Ould-Breika. Alors, Massiré Diop, un mot sur la situation sécuritaire au centre du Mali. Je vous remercie de l'invitation. Et je profite également de l'occasion pour joindre ma voix à celle de Breika tout à l'heure, en m'inclinant sur la mémoire de tous les disparus et que leur âme repose en paix, aussi en souhaitant prompt rétablissement aux blessés et puis courage aussi aux femmes, nous sommes derrière eux. C'est triste, malheureusement, ce sont des événements auxquels je veux dire que les Maliens, depuis quelque temps, étaient préparés à ça. Ça fait quelques années déjà que ces attaques surviennent. Moi, je pense que l'occasion aussi est donnée pour faire un bilan. Parce que c'est bon aussi, après chaque attaque de ce genre, surtout quand il y a eu mort d'homme, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour essayer de corriger. Parce que très souvent... Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Très souvent, nous sommes gagnés par l'émotion. Et nous n'avons pas le temps d'aller au fond, alors que c'est souvent cela aussi. Parce qu'il faut faire le bilan, voir ce qui s'est passé, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. Parce qu'on avait quand même, depuis quelque temps, cru que les attaques contre les camps faisaient partie du passé. Et malheureusement, là, on voit que cette fois-ci, c'est revenu de façon encore très meurtrière. Et toujours est-il que si jamais on ne prend pas le temps de bien analyser la situation avec beaucoup de réflexion pour tirer le bilan, savoir ce qui s'est passé, situer peut-être même des responsabilités. En tout cas, il faut faire quelque chose. C'est l'occasion de bouger. Il ne faut pas tout simplement se lever par réaction et dire qu'on va... Non. Il faut s'asseoir, faire une sorte d'introspection, voir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que c'est revenu, est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour que ça ne revienne pas. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire pour un peu arrêter cette effusion de sang. Amadou Oumar Diallo, ne pensez-vous pas qu'il manque quand même de stratégie à ce niveau-là, ou bien peut-être que c'est une situation indépendante de la volonté en tout cas des autorités maliennes? Bon, je m'associe aux deux prédécesseurs par rapport à l'amertume que tout le monde ressent en ce moment.
La question que vous me posez là, je pense que ce n'est pas une question de stratégie, c'est peut-être une question de coordination entre les différentes armées. Parce que Mondoro, n'oubliez pas que Mondoro n'est pas très loin de la frontière du Burkina. Et que selon les informations, en tout cas les informations reçues par l'armée elle-même, il semblerait que toutes les bases auraient été détruites. Donc si effectivement les bases avaient été détruites, donc d'où sont venus tous ces contingents-là pour venir attaquer la base de Montoro. Donc c'est une question, comme l'a dit Massiré, qu'il est nécessaire vraiment d'approfondir et voir là où ça n'a pas marché. Et puis surtout qu'ils ont coupé toute la communication avant d'intervenir. Ça veut dire qu'il y a une coordination. C'est une action bien réfléchie, bien mûrie. Des groupes armés. Des groupes armés, ça veut dire que ça a été une action très bien mûrie. Maintenant, du côté, il faut que les deux armées se parlent. Donc nous ne contrôlons pas notre territoire. Oui, on peut contrôler notre territoire, mais les incursions, on ne peut pas l'empêcher. Voilà, parce que ça peut arriver au moment où on ne s'attend pas du tout. Donc, en ce moment, il faudrait que du côté du Burkina, que nos militaires voient avec leurs collègues burkinabés, est-ce qu'ils n'ont pas une base sur leur territoire? C'est la question qu'on doit se poser. Je pense que le G5 Sahel est créé pour ça. Bon, le G5 Sahel n'a jamais fonctionné. Ça, c'est ce qu'on dit dans les discours. Mais en réalité, qui peut témoigner des actions phares du G5 Sahel? Il n'y en a pas. Barkhane même a été défaillante à force sur le G5 Sahel. Donc, moi, je pense que la solution, c'est entre nos mains. Forces armées maliennes, forces armées burkinabées et forces armées nigériennes. Parce que c'est sur nos territoires que les actions se mènent. Donc il va falloir que les armées se parlent. C'est-à-dire que, comme on dit en Bamananga, si les Burkinabés ne jouent pas franc jeu avec les Maliens, l'insécurité va être des deux sens. Si les Maliens aussi ne jouent pas franc jeu avec les Burkinabés, ça va être dans le même sens. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les armées se parlent. Parce que quand ils quittent le territoire malien, il faudrait bien qu'ils aient un refuge quand même. Donc, si le refuge est situé sur le territoire burkinabé ou le territoire nigérien, les Maliens ne pourront pas aller là-bas. Donc, ils vont se reconstituer pour revenir. Donc, il faudrait que les armées marchent en pas cadencé ensemble. Okay. Voilà, donc merci beaucoup Amadou Omar Diallo. Maintenant, vous, Modibo Sanogo, quelle est votre impression quant à cette nouvelle attaque terroriste contre l'armée malienne? Alors c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à nos FAMA qui depuis le départ de l'armée française, la décision unilatérale de quitter le Mali, ils arrivent à sécuriser le terrain et de surcroît arrivent à lancer l'offensive sur eux. Alors apprendre aujourd'hui l'attaque qui s'est produite à Mondoro, c'est une triste nouvelle, mais qu'en temps de guerre nous devons nous attendre à ça, quelle qu'en soit la puissance de frappe de votre armée. Lorsque nous sommes dans une guerre asymétrique, il faut s'attendre à un peu de tout. Et j'espère que dans les prochaines heures ou dans les prochains jours à venir, l'armée prendra bien évidemment l'ascendant sur eux. Et aujourd'hui, vous pensez que la montée en puissance de l'armée malienne n'a pas véritablement suffi ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je ne dirais pas que ça n'a pas suffi, parce que à travers les informations, il y a eu un manque de communication certainement. Alors ils doivent redoubler d'efforts à ce niveau. S'il manque d'effectifs ou s'il manque de moyens, ils doivent redoubler d'efforts et rentrer en communication surtout avec l'armée burkinabé, qui doit aussi à son niveau sécuriser le terrain, parce que le Mali ne peut pas intervenir au Burkina. Et si les assaillants doivent se rendre là-bas, c'est à eux de prendre les mesures nécessaires pour ça. Ok, très bien. Alors, M. Breka, on va parler tout de suite du départ de Barkhane, évidemment, et l'accord d'Alger, parce qu'on a vu que la CEMA, l'accord national du mouvement de l'Azawad, qui parle, en tout cas, qui dit dans un communiqué continuer de faire valoir l'autodétermination du peuple de l'Azawad, le droit à l'autodétermination, mais surtout de l'accord d'Alger et de son application, du fait qu'il y a un manque de volonté politique du gouvernement malien. Est-ce qu'on peut lier le départ de Barkhane à ces communiqués, à ces tensions qui se réveillent au niveau du nord du Mali? Merci infiniment pour la question. Il y a forcément un lien entre ces questions, mais les liens, moi, je voudrais en faire un appel. C'est-à-dire la conjoncture dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui appelle tous les Maliens à l'unité, y compris les mouvements armés, y compris les partis politiques, y compris les gouvernements. Il y a une question qui revient très généralement dans la déclaration des mouvements armés, qui est
le manque de volonté du gouvernement malien. Maintenant, moi je me pose la question, qui est le gouvernement malien? Un gouvernement dans lequel depuis 2015, tous les mouvements armés ont participé. Au sein du CNT, ils participent. Maintenant, l'État est une délégation de souveraineté. Lorsque cette délégation est faite, les responsabilités sont confiées à un gouvernement où les mouvements armés eux-mêmes participent. Je pense que la question de l'implication de l'État en ce moment, ils ont aussi une part de responsabilité dans cela. Et par rapport à l'accord d'Alger, l'accord d'Alger parle de la pacification, de l'exercice ou bien de la quête de l'objectif politique. C'est-à-dire même s'ils veulent le droit à l'autodétermination de l'État de l'Azawad, que ça se fasse dans un cadre politique et démocratique, mais que ça ne se fasse pas avec les armes. Les conséquences de faire parler les armes pour atteindre un objectif politique sont vues de tout le monde. De 2012 à nos jours, le nombre de déplacés que le Mali a enregistrés sont énormes. Le nombre de morts que le Mali a enregistrés sont énormes. Et c'est quelque chose dont tous les fils du Mali souffrent. Et dans l'esprit de l'accord d'Alger, je tiens à le rappeler, tous les signataires reconnaissent à l'unanimité la souveraineté nationale du Mali, reconnaissent leur appartenance au Mali. Donc s'ils sont signataires de l'accord de paix d'Alger, ils doivent d'abord agir en des Maliens, en des patriotes, parce que dans l'acte de signature, ils les reconnaissent. Donc aujourd'hui que le Mali se retrouve dans une conjoncture, disons, mais est-ce que exceptionnelle, quelque part ils n'ont pas besoin peut-être de garanties, parce que puisque les nouvelles autorités sont là, ils parlent de mise en œuvre intelligente de l'accord d'Alger, ils se disent que est-ce que quelque part ils ne sont pas en train de se faire vous parlez des nouvelles autorités auxquelles eux-mêmes ils sont membres. Ils sont membres du gouvernement. Ils sont Effectivement, membres la du CEMA, CNT. effectivement. Donc il faut arrêter certaines attitudes caméléonesques de jouer avec les populations, jouer avec les nerfs. Les questions de sécurité sont des questions de vie humaine. Et pour moi, il n'y a aucun intérêt économique ni aucun intérêt politique qui vaille au-delà de la vie humaine. Et c'est à ça que j'appelle aujourd'hui. J'appelle au sens des fraternités des mouvements armés. Les questions d'application de l'accord de paix, nous allons en venir. L'accord de paix est un grand document qui parle de plusieurs points. Et ces engagements ne sont pas un engagement unilatéral de l'État malien. Les mouvements armés aussi ont des engagements. Maintenant, il faut faire le bilan. Moi, je suis pour la performance gouvernementale. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a un accord, il faut faire le bilan. Mais que le bilan ne soit pas unilatéral. Quel est le bilan de la mise en œuvre pour vous aujourd'hui? Vous le voyez comment? Le bilan est catastrophique. De même que le bilan de la gouvernance, c'est catastrophique. Je l'ai dit, les 18 mois de la transition, d'un point de vue politique, militairement, nous avons observé une montée en puissance de l'armée malienne. Mais sur le plan politique, économique et social, c'est de la catastrophe. Ça, je l'ai dit et je l'ai soutenu. Mais cela ne doit pas faire en sorte qu'il y ait une désunion. L'unité autour du Mali aujourd'hui n'est pas seulement un choix, mais une obligation pour tout le monde. Parce que la situation sécuritaire est de sorte que nous devons nous donner la main pour gagner la guerre contre le terrorisme. Ok. Alors, Massiré Diop, est-ce que vous faites un lien, vous, entre le départ de Barkhane, le vide que cela pourrait créer et ces nouvelles tensions au Mali? Bon, moi, je ferai difficilement le lien entre tous ces événements que vous venez de citer. Parce que, vous savez, le départ de Barkhane, quoi qu'il en soit, c'était prévisible. Que ce soit demain ou après-demain ou dans l'année prochaine, il fallait s'attendre à ça. Et ce n'est pas une force qui est destinée à rester éternellement au Mali. Maintenant, c'est à nous de voir toutes ces années que ces forces sont restées ici, ce qu'elles ont fait, bon ou mauvais. C'est à nous maintenant, je crois, d'en tirer profit de cette situation et de voir comment nous aussi on est arrivé à être performants. Parce qu'il fallait s'attendre à un moment donné à leur départ. Ce n'est pas une force qui est destinée à rester éternellement sur notre territoire. Elle ne nous appartient pas, cette force Barkhane. Bon, maintenant, il y a le processus politique, surtout avec la question de l'accord. Mais vous-même, vous observez que rien ne bouge. Rien ne bouge dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Parce que vous avez vu quand le gouvernement, quand les autorités sont venues après le 18 août 2020, il y avait un engagement qui a été pris de faire en sorte d'appliquer aujourd'hui l'accord. Mais ce n'est pas le cas. Même la simple session du CSA, qui est généralement l'organe qui permet de donner des orientations au niveau de l'accord, de permettre de prendre des décisions. Jusqu'à présent, depuis
le mois d'octobre 2021, avec la 41e session, il n'y a plus rien. Il y a eu la question du CSP qui a bloqué à un moment donné, et on voit que la réunion de Rome, la dernière fois, a permis de lever. Ensuite, il y a eu une réunion avec l'observateur indépendant. Tout ça, ça permettait un peu de voir comment mettre ça en œuvre. Il y a toujours la réunion décisionnelle. Qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre de l'accord? Voilà, manque de volonté politique. C'est là où maintenant nous devons nous asseoir. Qu'est-ce qui bloque? Parce que tant que cette situation restera comme ça, c'est-à-dire ni paix ni guerre, il faut redouter que le pire se produise. Et surtout que les déclarations ne vont pas dans le sens de l'apaisement. On dit dans le communiqué que les mouvements disent que c'est seulement l'accord d'Alger qui les lie aujourd'hui aux autorités maliennes, entre guillemets. Oui, mais c'est la réalité quand même. C'est l'accord d'Alger qui a permis un peu de mettre fin... Ils sont membres du gouvernement. Ok, bon, vous savez, disons-nous les choses telles qu'elles sont, hein. Ils sont membres du gouvernement, mais vous savez les décisions, comment elles se prennent. On est en Afrique, quoi. C'est-à-dire que c'est à un niveau supérieur. Souvent même un premier ministre, il n'a pas trop les coudées assez franches pour prendre certaines décisions. Donc à ce niveau, est-ce que les décisions sont prises comme il faut? C'est pas question de dire qu'ils sont membres, donc non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire. Ils auraient même pu ne pas être membres et que l'accord soit mis en œuvre et qu'on ne soit pas dans cette situation. Ça aussi, c'était bien une possibilité. En tout cas, c'est nécessaire aujourd'hui de s'asseoir et de se dire que, bon, au niveau de l'accord, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Renoncer à ce document? Mettre ça dans la poubelle? Allez-y de l'avant. En tout cas, quelque chose doit être fait. Et on voit jusqu'à présent qu'il y a le blocage, surtout que les déclarations... Quel est le risque? Les déclarations ne permettent pas d'aller à l'apaisement. Parce que vous avez vu, même au niveau politique, les choses qui sont en train de se dire, l'accord n'est pas applicable, de faire une sorte d'historique. Voici comment la rébellion est née, voici comment ceci, cela, voici elles étaient appuyées par tel, ainsi de... C'est des choses qui ne permettent pas vraiment d'instaurer un climat serein, est-ce que vous avez compris, pour permettre d'aller de l'avant. Aujourd'hui, le Mali a besoin de sérénité, avant tout. Moi, je ne parle même pas de l'union. On a besoin de sérénité, on a besoin de revoir un peu les discours. À tous les prix. On doit d'abord revoir les discours. Vous savez, quand on est responsable, c'est pas la barbe, c'est pas la taille, mais quand on est responsable, c'est par le comportement, c'est par l'attitude. Souvent, on le dit très bien, quand la parole est d'or, le silence est d'argent. Ça veut dire qu'il y a de ces choses souvent qu'un responsable ne mérite pas. Vous parlez de quelle chose, en fait? Non, j'ai dit les déclarations qui sont faites ces temps-ci ne permettent pas d'instaurer un climat serein, apaisé, pour que tout le monde se retrouve dans ce qui est en train d'être fait. Ok. Voilà. Très bien. Alors, Amadou Mardiallo, on va parler de... Donc, Barkhane va partir. Les groupes armés semblent se réveiller. En tout cas, si on lit bien les récentes déclarations dans lesquelles parle du fait que l'accord d'Alger est le seul dispositif qui est là qui les lie aux autorités maliennes. Et donc, vous, quelle est votre lecture de cette situation-là qui inquiète beaucoup de l'observateur? Vous savez, l'histoire de la rébellion au Mali, moi je vais toujours à l'historique. Comment c'est arrivé? Je ne prends pas depuis 60, mais je prends juste 2012. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour nous valoir une rébellion? Le Mali dispose des ressources minières très riches. Très très riches. Au point de créer la convoitise. Nous sommes dans la géopolitique et la géostratégie. Sur ce terrain, il y a des puissances qui ont des regards sur nos ressources. Mais l'État central, l'État unitaire, ne fait pas leur affaire. Parce que là, ils vont être amenés à payer des taxes en bonne et due forme. Or, aujourd'hui, si l'unanimité est faite, c'est autour de la réticence des multinationales à être clean par rapport au paiement des taxes aux États. Même les pays dans lesquels elles sont créées, pourquoi ils ont créé des paradis fiscaux?
C'est pour échapper au paiement. Vous faites le lien entre les multinationales. Absolument. Il ne faut pas faire départ de Barkhane et l'accord d'Alger. Il ne faut pas faire une déconnexion. Barkhane est une force française, financée par les Français, financée par les entreprises françaises. Donc Barkhane qui s'apprête à quitter. Barkhane ne quitte pas, malheureusement. Je ne suis pas d'accord avec Masséré. Barkhane dit, les Français disent, on quitte le Mali, on va se positionner au Niger. À la frontière Mali-Niger, pas le Niger, mais la frontière. Grand frère. Un pas. Grand frère. Il y a une base au Niger de l'armée française, c'est d'abord à Niamey. Est-ce que vous avez compris? C'est la base à partir de laquelle. C'est juste une parenthèse. On va le laisser je sais ça déjà. Parce que la base de. Je vais fermer la parenthèse. Ombori. Permettez-moi de Non, je ne la vous permets pas. La base de Ombori a été délocalisée du Niger pour venir à Ombori. C'est la base qui était entre le Niger et la Libye. Je sais ça. Mais la frontière Mali, Barkhane va se positionner là-bas. Donc Barkhane n'est pas parti. Maintenant, au Niger, sur le territoire nigérien. Quelle est la limite entre les deux pays? Tu as dit Gao, tu as vu? Moi, j'ai vu. J'ai vu la limite entre Gao et entre le Mali et le Niger. Je suis allé jusqu'à la frontière. J'ai traversé la frontière pour rentrer sur le territoire Niger. Il n'y a pas de limite, pratiquement. Donc Barkhane va se positionner au Niger. C'est au même moment que les groupes armés qu'ils ont financés eux-mêmes d'abord, parce que la France était derrière la rébellion de MNLA, qui s'est scindée à ACIA, à MAA et autres. C'est le même MNLA qui est comme ça. Est-ce que le ACIA est issu du MNLA? ACIA, ACIA est scindé. Non, ACIA c'est la transformation. C'est la transformation de l'Ansardine. ACIA c'est la transformation de l'Ansardine pour négocier. Donc, maintenant, cette ACIA-là, ce ACIA-là, qui est un démembrement de la SEMA, de la plateforme SEMA. SEMA, originellement, qui est constituée par le MNLA. Donc, tout ça, là, toutes ces forces-là sont venues à travers, dans le sac du MNLA. Je vous rappelle. C'est le MNLA qui a déclenché les hostilités à Ménaka le 12 janvier. Puis chassé lui-même. Non, avant ça. Avant ça. C'est le MNLA qui a déclenché les hostilités. Et Ansardine est venu en appui au MNLA à Aguelok. Donc, de fait à cause, on se retrouve avec aujourd'hui la SEMA. Et aujourd'hui, la Barkhane dit, bon maintenant, les Maliens ont dit, maintenant ça suffit, allez-y. Barkhane, les Français disent, non, on ne va pas. Sur le territoire nigérien, nous, on n'a pas. Non, les Français disent, on ne va pas aller, on va se mettre dans le Sahel. Le Mali fait partie du Sahel, quand même. Il ne faut pas trouver à dissocier les deux. Il ne faut pas dissocier. Hein. Ne cherchez pas à dissocier. C'est en cherchant à dissocier qu'on crée c'est-à-dire qu'il y a la confusion dans la tête des gens. Moi, je ne dissocie pas. Barkhane, les Maliens ont dit ça suffit, on va prendre notre affaire en main. Les Français ne sont pas contents, ils vont se positionner au Niger. Ils activent. C'est une activation. C'est une activation de la rébellion. Clairement. Est-ce qu'il y a des preuves palpables qui... Mais tu n'as pas besoin de preuves par rapport à ça. ACIA est venu, disons, MNLA est venu d'où? MNLA est venu d'où? MNLA, qui est derrière le MNLA? Je pose des questions. Donc maintenant, celui qui est derrière le MNLA, c'est celui qui est en train d'activer. Non, je veux dire qu'on ne parle pas, pour qu'on ne parle pas. Moi, je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. Je suis en train de faire un rappel des faits. Et c'est une alerte d'ailleurs parce que ça fait peur quand même. C'est un rappel des faits. Mais vous, quel est votre problème maintenant avec l'accord d'Alger? Est-ce que vous non, l'accord d'Alger, quand Massiré dit que l'accord d'Alger n'a pas été appliqué, c'est pas vrai. Attention, je n'ai pas dit ça. Bon, maintenant, on dit, voilà, maintenant quand on dit que l'accord d'Alger n'a pas été appliqué, c'est pas vrai. Les autorités, comment dirais-je? C'est la mise en œuvre qui est lente et qu'aujourd'hui... Non, on veut même... C'est-à-dire que la mise en œuvre... L'accord est calé. La mise en œuvre se fait normalement. Mais la partie qui n'arrange pas la SEMA et ses alliés n'est pas appliquée. En 2013, Tcheblé a négocié un accord au minimum pour le cantonnement des forces du MNLA avant les votes de 2013. Jusqu'à présent, le MNLA n'a pas cantonné. Jusqu'à présent, le MNLA n'a pas désarmé. Et comment on peut parler d'application d'un accord? Quand une partie refuse de désarmer,
de déposer les armes. Non, il y a le processus de DDR qui... Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que le processus, de DDR soit bloqué? Qui a bloqué le processus? Mais tout le les monde groupes armés disent que c'est le Mali qui ne fait rien. Mais les groupes armés, c'est facile de dire, c'est facile d'accuser. Mais le Mali aussi doit répondre pour dire que... Mais le Mali, ce que le Mali dit n'est jamais entendu. Pourquoi? Malheureusement. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que cette communauté dite internationale a déjà pris position en faveur d'eux. Clairement. Non, moi, ce que je dis clairement. La communauté internationale, vous parlez... La communauté dite internationale, la communauté dite internationale, le gros machin là, a pris position pour... Non, parce que quand vous dites pour la rébellion, il y a, je sais pas, il y a des pays comme le Sénégal, tu vois. C'est-à-dire que cette communauté dite internationale, composée de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, des Nations Unies, tout ça là, a déjà pris position pour... Donc, de telle sorte que le discours du Mali n'est pas audible. Le Mali a beau crier. Ibeka a dit, moi je ne vais pas négocier avec des gens avec armes. Mais on sait où est-ce que ça s'est terminé. Donc c'est pour dire que non simplement je vais terminer, pour dire que l'activation, c'est une manière d'activer et moi je ne suis pas surpris. Maintenant, je ne suis pas surpris. Ok, Modibo Sanogol, le lien pour vous entre, en tout cas, le départ de Barkhane et l'accord d'Alger et les déclarations, je vais dire, de la CEMA, des déclarations récentes de la CEMA, puisque le HCA fait partie de la CEMA. Vous, est-ce que ça ne vous n'avez aucune inquiétude par rapport à ça? Alors déjà, je trouve que l'Occident est beaucoup influencé par des séparatistes qui sont minoritaires. L'Occident, c'est qui? L'Occident, je parle des États-Unis. Je parle de l'OTAN, les pays membres de l'OTAN. Donc ça, c'est l'Occident. L'Occident est influencé par les séparatistes maliens qui ne représentent en réalité qu'une infime Parce que partie, quand vous dites... qui ne représentent qu'en réalité une infime partie de la population. Les Maliens, dans sa grande majorité, pensent que l'application de l'accord d'Alger est impossible. Ça ne passera pas. C'est la violation de notre souveraineté si on décide d'appliquer cet accord. Maintenant, la sortie du 28, comme vous le dites, la CEMA m'a beaucoup étonné parce que je pense que le gouvernement a déjà entrepris des processus avec eux pour essayer de trouver une solution. Mais l'application pure et simple de l'accord d'Alger est impossible. Ça ne passera pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas bon dans l'accord? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? L'accord dans son ensemble n'est pas bon. Dans son ensemble? Oui, dans son ensemble. Même les projets de barrage, de tout ça, qui sont là dans les routes. En fait, l'accord dans son ensemble n'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il faut aussi écouter les gens. Allez-y. Effectivement. C'est important. Maintenant, lorsque on nous demande d'avoir comment dirais-je ça, dans chaque région ait une certaine indépendance. Cela permet une certaine autonomie. Cela permettra à des régions... C'est que l'accord parle de régionalisation. Mais la régionalisation, c'est quoi? Il y a l'Assemblée régionale. C'est une décentralisation poussée. Le président de l'Assemblée régionale est élu comment? Il va être élu au suffrage universel. C'est au suffrage universel. Et ça, c'est pas bien. Et on nous parle également des relations des régions avec qu'est-ce qui n'est pas bien dans ça? Alors tout ce que je viens de vous dire n'est pas bien dans l'accord d'Alger. Ça parle de la division du Mali, en quelque sorte. C'est comme si les ressortissants, les personnes qui sont au nord... Mais les autorités intermédiaires sont mises en place même dans le Mandé, par exemple. C'est pas que au nord. Mais en réalité, on vous parle du nord. Il n'y a pas d'autorité intermédiaire. Actuellement, on vous parle du nord. On est en train de parler du nord. Est-ce que Sigasso s'est levé pour dire qu'il veut quelqu'un d'accord? Est-ce que est-ce que Kaï s'est levé pour quelqu'un d'accord? Mais puisque l'accord aujourd'hui, il y a à un moment donné de notre histoire, en tout cas, le nord était occupé, les deux tiers du pays étaient occupés. Il fallait trouver cet accord-là pour libérer ces régions-là. L'accord signé en Algérie en 2014. Ça a été signé ici. L'accord signé en 2015 à Bamako. 2015 à Bamako. Ça a été fait sous pression, je dirais. Pourquoi? Parce que ça ne passerait pas. Si on avait demandé l'avis du peuple, est-ce que ça allait passer? Oui, mais c'est entre... Pourquoi l'application est impossible si c'est aussi simple que ça? L'accord, c'était pas une bonne chose, l'idée. L'accord, c'est pas une bonne chose. Il fallait aller parce qu'il y avait deux choses. Le contenu de l'accord n'est pas une très bonne chose. L'accord est toujours... Est-ce que la guerre est une solution? La guerre n'est jamais la solution. Mais au cas où on n'arrive pas à trouver une solution dans la diplomatie, on laissera finalement place aux militaires. Et c'est là où nous conduit une guerre. Et on ne le souhaite pas. Voilà.
On ne le souhaite pas. Donc, qu'est-ce qui n'est pas bien dans l'accord justement? C'est juste l'Assemblée générale. Est-ce que le reste, vous êtes d'accord maintenant que ce n'est pas tout l'accord, toutes les dispositions de l'accord qui ne sont pas tout l'accord, honnêtement parlé. Voilà. Mais en gros, la régionalisation, je ne suis vraiment pas pour. Okay. Et d'autres points que je ne pourrais les dire maintenant parce que ça fait un moment que je n'ai plus relu le contenu de l'accord, mais qui doivent être enlevés de l'accord. Très bien. Alors, M. Oulbreka, on va rapidement parler de la transition. Il y a un flou quand même autour de la durée de la transition. Le émissaire de la CEDEAO qui était là n'a pas pu trouver, en tout cas, qui dit en tout cas que les négociations continuent avec les autorités maliennes. Vous, comment est-ce que vous définissez ce flou-là? Je définis ce flou comme étant un flou dangereux. C'est extrêmement dangereux. Lorsqu'on se retrouve dans un ensemble national, il faut veiller au respect des textes. C'est très important. Pour conduire le processus politique de transition, et on a fait appel aux Maliens autour des assises nationales. Lors des assises nationales, des termes juridiques ont été dégagés pour asseoir le processus de transition. Il y a un délai qui a été donné. Et malheureusement, si nous venons au bilan de ce délai, nous allons dire que le bilan il est catastrophique. En essayant de dissocier le politique du militaire. Dans la chose militaire, tous les Maliens sont unanimes là-dessus. Nous observons une montée en puissance de nos forces armées de défense et de sécurité, chose qui est salutaire. Mais encore au niveau politique, il faut faire très attention parce que cette popularité ou bien cette espérance de l'avancée militaire peut être tachée par l'échec politique. Nous avons un plan d'action gouvernemental qui a été présenté par un Premier ministre. Il faut évaluer la réalisation de ce plan d'action gouvernemental. Et moi, j'en tire une conclusion qui est une conclusion de l'échec. Parce que dans ce plan d'action gouvernemental, il est inclus l'organisation des élections pour élire un président et retourner à un cadre constitutionnel. Et malheureusement, cela n'est pas. Donc, il est du devoir des autorités de la transition aujourd'hui. La Constitution n'est toujours pas suspendue. Non, je l'ai dit, il y a un tâtonnement, il y a un dialysme constitutionnel. La Constitution de 92 n'est pas suspendue. En même temps, il y a la charte de la transition qui est en vigueur. Donc, ce dialysme constitutionnel ne peut pas fonctionner. Il faut faire un retour à une constitution, soit une constitution révisée, soit une constitution changée. Et ça est dans le plan d'action gouvernemental qui a été proposé et validé par le CNT. Est-ce qu'il ne faut pas donner du temps, en tout cas aux autorités, pour pouvoir poser les jalons de la refondation? Je suis entièrement d'accord au fait de donner du temps, mais on ne donne pas du temps à la médiocrité. Aujourd'hui, on est obligé de prolonger la transition au Mali. N'est-ce pas? Mais sommes-nous obligés de prolonger la transition avec les mêmes hommes? Quand on parle quand même du Mali, nous sommes tous Maliens. Le Mali a plein de potentiel humain. Et ce potentiel humain doit être renouvelé en cas d'échec d'un potentiel humain. 18 mois ont été accordés et le constat est que le résultat n'est pas atteint. Le changement doit se faire à quel niveau? Au niveau gouvernemental ou au niveau de la présidence? C'est autour d'un consensus qu'on peut définir ça. D'abord, il faut faire le bilan des 18 mois. Si le bilan de 18 mois est apprécié par les Maliens, qu'ils dégagent, au fait, en termes de perspective, qu'est-ce que nous voulons sur combien de temps? De façon claire, on ne peut pas gérer un État comme ça à vie, dire que oui, il y a une montée en puissance de l'armée et cela est pourquoi vous n'êtes pas parti aux assises pour proposer ces... Moi, j'ai clairement dit que je n'irai pas aux assises nationales de la refondation parce que pour moi, c'est une insulte au peuple malien. Ce n'est pas une occasion pour proposer... même demain, si vous organisez des assises nationales, il y aura des Maliens qui viendront avec des propositions concrètes. En 2019, nous avons fait les DNI. En 2020, nous avons fait les assises nationales. En 2021, on va revenir faire des assises nationales de la refondation. Je ne suis pas dans ce textialisme de chaque élite qui vient, tout dirigeant qui vient, il a son peuple à part. En 2019, il y avait un peuple malien. En 2020, il y avait un peuple malien. En 2021, il y avait un peuple malien. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas ça la performance gouvernementale. À partir des assises nationales de la refondation, on avait dégagé un cadre qui était suffisant pour mener à terme cette transition. Les assises nationales de la refondation, pour moi, n'ont aucun sens. Aucun sens. Parce que vous présentez un plan d'action gouvernemental auprès d'un CNT qui est ici de la Charte nationale de la transition. Ça veut dire que vous avez déjà une lecture de la gouvernance. Ça veut dire que vous savez déjà où est-ce que vous allez.
Si à terme de ces temps, vous n'arrivez pas du tout à tirer les bilans, vous ne devez pas appeler les gens à la réflexion. Parce que ce ne sont que des suggestions et des propositions qui sont faites lors des assises nationales de la refondation. Et le Mali aujourd'hui veut sortir de cette gouvernance, de tout le temps des consensus, de venez, on va parler, le Mali veut des résultats. Dernière question, puisqu'il n'y aura pas de changement en tout cas de la gouvernance, en tout cas dans la sociologie actuelle de la gouvernance du pays, jusqu'à quand il faut aller aux élections, vous pensez? Il faut un temps record. Lors des assises nationales de la refondation, il y a eu des propositions de 6 mois à 5 ans. Il faut voir un temps raisonnable. Je le dis bien, il ne faut pas tomber dans la facilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. C'est un raisonnable ressemble à quoi? C'est un raisonnable, peut-être renouveler les 18 mois initiaux, mais pas avec les mêmes hommes. Okay. Très bien. Massiré Diop, par rapport à la durée de la transition et le flou qui persiste. Bon, j'avoue que sincèrement, nous tous nous sommes un peu perdus pour le moment, quoi. Parce que on a eu une première transition, ensuite on a eu une deuxième transition, et maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une troisième transition? Et malgré tout ça, moi, ce qui me laisse un peu sur ma faim, c'est qu'on n'ait pas fait le bilan. Parce que vous savez, pour aller de l'avant, souvent, c'est bon de voir de là où on vient, ce qu'on a posé comme jalon et ce qui reste comme jalon à poser. Et je vois que cet exercice est difficilement posé. Donc c'est pour cela qu'on a une sorte d'impression qu'on ne sait pas très bien là où on met les pieds. J'espère en tout cas me tromper. Mais je vois en tant qu'observateur que vraiment il y a encore des choses à revoir pour que ça aille de l'avant. Pour les autorités de la transition, il est clair qu'il faut poser les jalons de la refondation. Non, vous savez, ce n'est pas une question de temps. Non. Moi, je pense que, vous savez, c'est pour cela que même cette histoire de délai, moi, j'ai du mal à poser cela comme il faut. Parce que je dis que le délai à proposer, c'est en fonction des actes à poser. Des actes à poser. C'est là où on peut parvenir à un délai. Mais tout de suite, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 60 ans, c'est des choses qui ne nous permettent pas vraiment de nous en sortir. Voyons d'abord, faisons le bilan de ces deux transitions auxquelles on a assisté. C'est-à-dire, vous avez la transition qui avait fini avec les deux têtes de l'exécutif, Banda ou Mokhtar Wane, la transition qui vient de s'achever avec une nouvelle charte qui vient d'être adoptée par le Conseil national de la transition. Mais pourquoi on ne fait pas de bilan? C'est parce que c'est ça qui nous permettra aussi de tracer l'avenir. Parce que les assises n'ont pas fait ce bilan-là. Je ne pense pas que les assises ont pu faire ce bilan. Parce que même si vous voyez ce qui a été proposé en termes de délai, vous sentez que ce n'était pas la question fondamentale. Parce que imaginez-vous, les assises, j'y étais plus ou moins, il y avait 13 thématiques, et dans aucune de ces thématiques, il y avait la question du délai qui était posé. Donc c'est pour cela que les gens même se disaient que est-ce que finalement, ce n'est pas le même délai de 18 mois qu'on va garder. Vous voyez, donc c'était un flou qui était là. Et là, je pense que c'est l'occasion aujourd'hui, avant de s'engager autrement, de s'asseoir et de réfléchir réellement. Parce que dans toute chose, il faut un consensus. Vous voyez, même cette histoire du monsieur qui a déclaré sa présidence en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est parce que tout simplement, nous aussi à l'intérieur, on n'a pas su bâtir un front véritable qui puisse réfléchir. Parce qu'il y a des personnes qui sont de bonne foi. Il y a de véritables patriotes, des gens qui aiment ce pays, qu'ils soient du Mali ou qu'ils soient d'ailleurs. Ce n'est pas ce qui compte. Parce que l'amour du Mali aujourd'hui dépasse même le territoire malien. Est-ce que vous avez compris? Mais c'est bon aujourd'hui qu'on tous s'asseye, qu'on puisse réfléchir et parler d'une seule voix. Parce que vous savez... Mais il y a des acteurs politiques qui ne veulent pas participer. Vous savez, dans une transition, c'est difficile de se dire opposé, opposant, majorité, centre, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Personne ne le souhaite. Personne ne souhaite être dans cette situation. Mais ce sont des événements qui nous ont conduits à cette situation. Peut-être qu'il y aura un consensus avec l'élargissement du gouvernement, l'élargissement du CNT. Bon, vous savez, voilà, c'est ça le problème. Parce que nous, on pense que le consensus, c'est en termes de pouvoir, en termes de gâteau à partager. Mais il y a de ces gens qui ne veulent pas de gâteau. Vous avez vu le Burkina? Des gens qui ont travaillé bénévolement pourtant pour aller proposer
une charte. Et ça existe au Mali déjà. Mais bien sûr que ça existe, des gens qui sont prêts à tout. Mais aujourd'hui, regardez même la situation dans laquelle on aurait aimé, en tout cas, qu'on s'entende avec nos frères de la CEDEAO pour vraiment lever cet embargo qui est intenable. Quel est le pays qui peut vivre dans cette situation au bout de quelques années? C'est difficile. Donc on aimerait... Il y a eu déjà 2 dates qui ont été proposées. 12 mois, 16 mois. Mais les propositions, c'est très bien. Mais encore, il faudrait-il que ça soit soutenu par un plan d'action. Ok, merci beaucoup Massiré Diop. Amadou Mardiallo, donc par rapport à la question de la durée de la transition, évidemment... c'est le flou total pour certains observateurs, parce que tout simplement, on ne sait pas jusqu'à quand cette transition va finir. Bon, moi, je ne suis pas fétichiste des dates. Je ne suis pas d'accord avec l'imposition d'une date sur le Mali. C'est comme ça qu'on a fait en 2013. En 2013, après le coup d'État contre ATT, il y a eu de grands échauffourées. Il y a eu beaucoup de mouvements politiques. Finalement, le leadership de Djongouda a été imposé et ça a été accepté. La classe politique à l'époque a demandé la prolongation de la transition. À l'époque, c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui était président de la CEDEAO. Je me rappelle bien la dernière mission du premier ministre à l'époque, Django Sissoko, pour fixer carrément la date des élections, c'était en mois de mai 2003 et 2013. À cette occasion, il a été buté au niet catégorique du président Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Finalement, le gouvernement de Djongouda s'est résolu à aller aux élections. En juin 2013. De Ouattara ou de la CEDEAO? De la CEDEAO. J'ai dit CEDEAO, la CEDEAO à l'époque dirigée par le président Alassane Dramane Ouattara. J'ai dit bien la CEDEAO. Donc ce n'était pas le seul à décider? La CEDEAO, j'ai dit bien la CEDEAO dirigée à l'époque. Okay. Voilà, c'est la CEDEAO qui s'est opposée à la prolongation de la transition en 2013. Okay. Donc, le problème qui avait été posé à l'époque, c'est Djongouda finalement a mis en place une commission de discussion pour établir au moins, pour arracher à la rébellion un accord au minimum pour permettre la tenue des élections en 2013. Dans cet accord, il était prévu que le MNLA allait cantonner et désarmer. Ça n'a jamais été fait. Malgré tout, à l'époque, Tchèblin Dramé, qui était à la tête de la négociation, finalement s'est rétracté à aller aux élections pour dire que les conditions n'étaient pas réunies. Donc on est parti comme ça. Donc 2013, les mêmes conditions de 2013, on est dans les mêmes conditions de 2013. Donc il faut que les Maliens... Véritablement, Amadou Mardiallo, est-ce que les transitions sont... Je t'ai dit, non, c'est les mêmes conditions de 2013. Les transitions sont faites pour durer? Non. Les conditions qui nous ont amenés à la transition, c'est ce qu'il faut regarder. Parce que ça n'allait pas en 2012, c'est pourquoi on est allé au coup d'État. Et en 2020, ça n'allait pas, c'est pourquoi on est allé au coup d'État. Donc si ça ne va pas, il faut regarder les choses maintenant en face. Est-ce que cela ne va pas créer un précédent? Ça ne va pas créer de précédent. Ça dit qu'il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas d'itinéraire unique pour tous les peuples du monde. Chaque peuple a sa spécificité. Aujourd'hui, si c'est la deuxième fois qu'on tombe dans la même crise, moi je pense qu'il faut se donner le temps de sortir par la tête et non par le bas. Par la tête, pourquoi je vais dire ça? Parce qu'il faut réfléchir et trouver les voies et moyens pour en tout cas comprendre et chercher des pistes de solutions pour les problèmes qu'ils nous ont amenés dans ça. Pour ça, il n'y a pas de temps. Et puis mieux, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de temps, il y a eu un délai. Certainement, ce délai-là n'a pas été accepté par la CEDEAO et ses alliés. Ses alliés, le délai, c'est de 6 mois à 5 ans. Nous, on avait proposé combien? Et le gouvernement, c'est ce que le gouvernement a proposé à la CEDEAO. 5 ans. 6 mois, non, pas 5 ans. 6 mois à 5 ans. 5 ans pour négocier jusqu'à... Non, maintenant ils ont mis un calendrier à l'intérieur de cette période, voilà, de cette fourchette-là. Élection, ils ont mis des activités à mener pour aboutir à ça. Maintenant, la CEDEAO dit non, ça c'est trop. Ils ont ramené à 4. Maintenant, qu'est-ce qui empêchait s'il y avait la bonne volonté de l'autre côté? Qu'est-ce qui empêchait à la CEDEAO de dire d'accord, on n'est pas d'accord avec vous, mais venez, on va discuter. Au lieu d'aller tout de suite à la sanction.
Ça veut dire qu'on était prêt à aller à la sanction, même si on n'avait pas proposé de calendrier. Parce que la CEDEAO avait dit à partir du 31 décembre. Oui, mais la CEDEAO proposé un délai raisonnable. Est-ce que 5 ans est raisonnable? La CEDEAO n'est pas une institution supra qui nous tombe de tête. C'est une institution que nous avons conçue pour régler nos problèmes, pour résoudre nos problèmes. À partir du moment où c'est une institution qu'on a conçue ensemble, pour résoudre un problème, le problème commun, on ne peut pas s'habiller dans cette institution pour s'opposer à d'autres. Alassane Draman Ouattara a violé l'un des dispositifs de la CEDEAO. Le troisième mandat, il a sauté les verrous. Qui s'est opposé? Qui s'est opposé à ça? Oui, ça, on accuse. Donc, dans ces cas, non, il ne s'agit pas d'accuser. Il ne s'agit pas d'accuser. Il s'agit de dénoncer. Personne ne s'est opposé à ça. Donc, les autres font ce qu'ils veulent. On interdit à d'autres ce qu'ils ne veulent pas. Le Burkina vient d'adopter 3 ans. Le Mali même avait proposé 3 ans. Le Burkina vient d'adopter 3 ans. Qui a parlé? La Guinée n'a même pas encore proposé de date. Qui a parlé? Maintenant, pourquoi le Mali? Pourquoi s'acharner contre le Mali? Pourquoi? Pourquoi on s'acharne contre le Mali? Parce qu'aujourd'hui, le Mali, les autorités actuelles, qu'on les soutienne ou qu'on ne les soutienne pas, c'est mon constat à moi. Les autorités actuelles ont pris une démarche de multiplication de nos partenaires. C'est ce qui ne plaît pas à la France. Et la CEDEAO est financée. La CEDEAO, comme l'Union africaine, sont financés par ces institutions-là. L'Union européenne, les pays multilatéraux et la Chine, qui financent les institutions. Donc, en termes très simples, celui qui donne dicte. La France et l'Union européenne donnent de l'argent à la CEDEAO, ils dictent leurs lois. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quitte à nous d'accepter ou de ne pas accepter. Maintenant, il faut que nous, Maliens, moi, journaliste malien, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je me dis que c'est un devoir citoyen pour tous les Maliens de s'ériger contre ce genre de pratiques. Il faut que cette nouvelle colonisation cesse. Okay. Donc, quelle est votre proposition? La proposition pour moi, c'est de laisser les Maliens eux-mêmes trouver la porte de sortie à leurs problèmes. Les Maliens s'étaient retrouvés Les Maliens ont proposé lors des assises de 6 mois à 5 ans. En tant que Malien, quelle est votre proposition? Non, moi, je n'ai pas de proposition. Je n'étais pas aux assises, je ne serai pas aux assises, je suis un journaliste, je ne suis pas dans ce rôle. Mais je dis qu'il faut laisser aux Maliens, comme les journalistes français se battent pour l'intérêt de la France, moi je me dis qu'il faut que nous, Maliens journalistes aussi, on se bat pour l'intérêt de notre pays, pour faire valoir le point de vue de notre pays. Maintenant, il faut qu'on nous respecte, qu'on sorte de ces dictats-là. Quand les Français ou bien les Américains ou bien les Anglais veulent, ils nous imposent des choses. Mais pourquoi? On va accepter? Moi, je n'en vois pas. Ok, très bien. Modibo Sanogo, par rapport à la durée de la transition et l'échec des premières négociations, en tout cas, concernant la nouvelle durée, oui. Vous en dites quoi, vous? Bien. Alors, il faut comprendre que la transition des 18 mois a connu 2 phases. Et les Maliens se vantent aujourd'hui de la montée en puissance des FAMA. Ça, c'est arrivé grâce à une décision politique qui a été prise pendant la seconde phase de la transition. Et le médiateur de la CEDEAO était venu avec un plan A et un plan B pour les négociations. 12 mois et 16 mois. Maintenant, les experts maliens, c'est-à-dire les experts du ministère de l'administration territoriale et de la refondation et les membres même de l'Union africaine travaillaient sur la durée de la transition. Et quand est-ce que nous pourrons organiser des élections bientôt? Et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu d'accord, parce qu'ils ont montré aux médiateurs de la CEDEAO que nous ne pourrons pas organiser des élections d'ici 16 mois. Et il doit repasser bientôt pour qu'on organise pour qu'on lui fasse très prochainement des propositions. Et par rapport au Burkina, alors le président nigérien, le président ghanéen devait se rendre là-bas. Et les autorités de la transition ont pris le pas en proposant 36 mois. Ils ont dit que ce n'est plus nécessaire de se rendre là-bas. C'est pour cela qu'ils enverront bientôt des personnes qui vont échanger avec les autorités de la transition guinéenne, voir si 3 ans sera acceptable ou s'ils doivent revoir encore une autre date. Donc, vous, par rapport au Mali, qu'est-ce qui vous dérange par rapport à la situation au Mali, la durée de la transition? Il n'y a rien qui vous dérange pour le moment? Alors, honnêtement, par rapport à la durée de la transition, nous parlons de 6 mois à 5 ans.
Et si les experts nous disent que nous pourrons tenir les élections en 24 mois, mais tant mieux. Moi, j'écoute les experts. Je ne suis pas un expert, je n'ai pas fait d'études par rapport à ça et je ne fais pas partie de l'équipe qui est en train de travailler sur ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sorti avec un calendrier clair, quoi? Alors, une proposition concrète? Sortir avec une proposition concrète serait difficile parce qu'il y a eu plusieurs propositions. Il y a des gens qui parlaient de respecter. Je veux dire un vote en plénière, quoi, par exemple. Je ne fais pas partie des organisateurs, je ne pourrais répondre à cette question. Une chose est sûre, nous on avait proposé 3 ans à l'époque et nous voyons que jusqu'à présent il n'y a pas eu de décision par rapport à la durée de la transition et j'espère peut-être que ce sera 24, 3 ans, peu importe. Une chose est sûre, actuellement nous sommes pour la transition. Cependant il y a des points aussi qui nous dérangent guère, voilà. Ok, très bien. On va parler en dernier ressort du Mali pour finir. C'est par rapport aux sanctions aujourd'hui. En tout cas, le Malien lambda souffre aujourd'hui, M. Breika. Vous avez un appel à lancer à la CEDEAO, mais aussi aux autorités de la transition. Merci infiniment. Mon appel à la CEDEAO, c'est d'abord de savoir que le Mali a été le plus attaché à l'Afrique, que l'Afrique ne soit attachée au Mali. Et ça, nous le prouvons à travers notre constitution, où il y a un article qui dit clairement que dans l'esprit de l'unité africaine, le Mali est prêt à renoncer à sa souveraineté nationale. Ça, c'est l'appel que je lance à la CEDEAO, mais j'appelle aussi à la responsabilité des autorités de la transition. Vous savez, lorsqu'on parle de gouvernance, on ne parle pas de personnes, mais on parle de l'avenir. Lorsque on arrive, il y a eu 2 coups d'État au Mali, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les autorités en place où le CNT, je pense, a voté une loi d'amnistie par rapport à ces 2 coups d'État. C'est une mauvaise école que de faire croire à nos citoyens que pour accéder au pouvoir, il faut faire des coups d'État. Et lorsque 2 coups d'État sortent comme ça et qu'on vient dans une dynamique de pérennité des coups d'État, nous donne une très mauvaise leçon de gouvernance. Car il faut reconnaître que tous ces assises nationales que nous sommes en train de faire, la charte de la transition, ne sont pas constitutionnelles. Et dans la constitution, il y a l'opium du peuple. Et le peuple dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Gérer les militaires n'est pas une chose facile. Aujourd'hui, c'est facile à cause de certains intérêts que d'être nommé au CNT ou bien d'avoir un poste de conseiller dans un ministère, dire que oui, c'est très bien, nous devons prolonger la transition. C'est une très mauvaise école. Parce que lorsqu'on fait penser aux gens que le seul mérite pour être à la magistrature suprême, c'est d'être le plus efficace aux armes, ce n'est pas une bonne chose. On a le contrôle du consensus politique, mais nul n'a le contrôle des casernes. Et aujourd'hui, il faudrait que les Maliens soient dans une gouvernance d'exemplarité. Les coups d'État ne sont pas une bonne chose pour un pays. Si nous sommes Est-ce que cela ne démontre pas l'échec des acteurs politiques? Quand vous parlez d'acteurs politiques, les acteurs politiques de la transition ne sont-ils pas les acteurs politiques qui ont géré les pays durant 30 ans? Il faut qu'on soit objectif dans nos analyses. L'actuel Premier ministre du Mali n'est pas venu dans la politique après le coup d'État de 2020. Il a été ministre dans tous les moments décisifs de la gouvernance du Mali, il était là. Il a participé à combien de gouvernements? Et c'est lui qui a proposé les plans d'action gouvernemental qui, j'ai dit, à ces 18 mois, devait faire état de bilan et voir s'il faut continuer avec ces mêmes hommes. Assimi Goïta a fait appel à la jeunesse. Il dit qu'il place cette transition sous l'égide de la jeunesse. Il nous a tendu une main que nous avons prise. Nous sommes d'accord avec certaines choses, mais nous ne sommes pas d'accord avec tout. Par exemple, je suis des jeunes qui dénoncent et qui critiquent les 30 ans de mauvaise gouvernance du Mali. Ces 30 ans, en nous mettant un Premier ministre qui a été acteur de 30 ans, on renouvelle le passé et il faut sortir de cela. Il ne faut pas voir une personne, il ne faut pas voir une simple insigne, mais il faut voir l'esprit de la gouvernance. Et les coups d'État ne sont pas une bonne chose. Quand vous validez ces processus-là, vous dites que oui, c'est pas grave, vous faites 2 coups d'État, il n'y a pas de problème, on vous donne 5 ans. 5 ans, c'est un pouvoir démocratiquement élu. Vous dites aux jeunes lieutenants, aux jeunes capitaines dans la caserne, ne vous inquiétez pas, si vous voulez venir au pouvoir, il n'y a pas de problème. Faites un coup d'État, le peuple va vous applaudir. Vous pensez que ça, c'est une bonne leçon qu'on donne aux citoyens maliens? Ce n'est pas une bonne leçon. Et ce n'est en rien se placer dans l'égide de... C'est nous qui avons dit que la communauté internationale est une communauté, un ensemble de communautés nationales où chaque nation défend ses intérêts. Nous défendons les intérêts de notre pays face à la communauté internationale, face à même l'ennemi de l'intérieur, mais il faut accepter l'autocritique. C'est-à-dire entre nous Maliens, qu'on accepte de se critiquer pour qu'on puisse aboutir
à quelque chose de concret qui est une performance gouvernementale. Très bien. Par rapport à Massiré Diop, à la question des sanctions aujourd'hui, est-ce que lui il parle effectivement de responsabilité des autorités actuelles du pays par rapport à cet embargo-là, mais aussi il en appelle aussi à la CEDEAO pour qu'il puisse alléger ces sanctions-là. Bon, moi je ne dirais même pas alléger, moi j'irais pour une levée de ces sanctions. Définitivement. Parce que c'est intenable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais seulement, il ne faudrait pas aussi tomber dans la facilité. Il faudrait savoir, se dire, qu'est-ce qui a fait que ces sanctions nous sont tombées dessus. Et analyser cette situation pour trouver une solution définitive. C'est-à-dire cette parenthèse de renversement du pouvoir par d'autres moyens qui ne sont pas des alternances, par exemple pacifiques, ne sont pas souhaitables. Maintenant, il faudrait aussi, si vous vous battez pour une conséquence, il faudrait aussi en faire de même pour les causes. Savoir qu'est-ce qui nous a conduit ici. Et prendre aussi des garde-fous pour que ça ne puisse plus se répéter. C'est-à-dire qu'à la limite, vous savez, être un homme d'État, c'est pas facile, quoi. Parce que c'est apprendre à être au-dessus de la mêlée, ne pas penser qu'à l'instant T. Parce qu'à l'instant T, on peut se tromper sur beaucoup de choses. C'est seulement parce qu'on jouit d'une certaine condition que souvent on parle. Mais lorsque ces conditions ne sont plus là, ça dépend. Vous-même, vous voyez les hommes politiques aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 30 années? On a vu des gens, jusqu'à même qu'on disait, mais c'est des alliances contre nature. Mais comment ça se fait-il qu'il a été de l'autre côté? Aujourd'hui, il est là. Mais comment se fait-il qu'il a soutenu ceci aujourd'hui? Parce que tout simplement, il y a un aspect sur lequel nous ne mettons pas assez l'attention, c'est l'intégrité. Nous devons avoir des personnes exemplaires. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas là justement pour le pouvoir. Je préfère même avoir des gens qui sont... C'est-à-dire qu'il faut tout le temps se poser des questions qui nous permettent d'avancer. Vous faites partie des gens qui pensent que c'est l'échec des acteurs politiques qui a fait que les militaires sont au pouvoir. Je ne peux pas dire cela. C'est une question. Je ne peux pas dire cela. Okay. Parce que pour moi, s'il y a un échec, il est collectif. C'est comme ça que nous devons penser. Chacun... acteurs politiques, société civile, je dis que chacun sur lui-même devrait voir quelle est sa part de responsabilité vis-à-vis de cette situation. Et c'est ce que nous ne faisons pas assez. Très souvent, notre index, c'est plutôt l'autre. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie, et ainsi de suite. Mais nous-mêmes, à l'intérieur, est-ce que nous-mêmes, nous essayons de voir si nous-mêmes, nous n'avons pas... Parce que, imaginez-vous, ces rébellions, ces coups d'État et autres, qui les font? D'accord, ils peuvent peut-être être soutenus, et ainsi de suite. Mais qui sont les véritables acteurs? Vous voyez des Français? Vous voyez des Américains? Vous voyez des Chinois? Donc ça veut dire qu'il y a des trucs, il y a des choses en interne qu'il faut que nous changeons. Et ça, c'est la personne. C'est-à-dire l'introspection. Aujourd'hui, on n'a pas évoqué cette situation. Mais je veux bien en finir. Le cas de l'Ukraine. Aujourd'hui, vous voyez certains qui sont en train... Oui, la Russie a raison. Dans aucun... C'est-à-dire une personne sensée. On ne devrait pas soutenir le bombardement des civils. Ce sera le dernier sujet avant de sortir. L'invasion des populations. C'est parce qu'une guerre, il y a toujours un perdant. Et le perdant, c'est qui? Ce ne sont pas ces puissances qui sont en train de se combattre avec des armes sophistiquées. On va faire un dernier tour de table là-dessus. Amadou Mar Diallo, par rapport aux sanctions de la CEDEAO, la responsabilité est partagée pour Messaoud et pour Massiré. Bon, pour les sanctions, pour moi, il n'y a pas de responsabilité partagée. Le Mali est dans son rôle et dans son droit de chercher les voies et moyens de sortir de crise. De la crise que le pays vit. Maintenant, la méthode peut ne pas plaire, d'accord. Mais de là à aller à des sanctions non prévues par les textes de l'institution, de l'organisation, ça n'est trop. Franchement, ça n'est trop. Ça veut dire qu'on était préparé à aller à ça. Maintenant, pourquoi s'acharner contre le Mali? C'est ça ma question. On s'acharne contre le Mali parce que le Mali veut sortir par la tête.
Le Mali veut multiplier des partenaires. Cela ne plaît pas à la France. Et la France et l'Union européenne financent la CEDEAO. Donc celui qui finance dicte sa loi. Il faut qu'on en sorte. Donc pour moi, il n'y a pas de responsabilité à partager dans cette situation de sanction. Maintenant, qu'est-ce que le Mali pouvait faire? Qu'est-ce que nous tous, nous pouvons faire? C'est de bien gérer notre pays. Si la CEDEAO n'est pas indépendante, il faut en sortir, non? Mais c'est ce qu'on a proposé. Moi, je fais partie des gens qui ont proposé. Parce qu'on a créé la CEDEAO. Ça sert à rien de dire... Non, on a créé cette organisation-là pour nous servir. Mais si elle doit nous desservir, il faut en sortir. Moi, je suis carrément d'accord avec cette proposition. Sortir même du CFA. On était même parti du CFA. Par le jeu du truchement, les Français nous ont fait revenir au CFA. Je pense que c'est une perte de temps quand même. Oui, si mais c'est évident. Il faut gagner du temps. Mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. La Mauritanie a vu que la CEDEAO ne fait pas ses affaires et elle est partie. Le Maroc, à un moment, a vu que l'Union africaine, l'OUA ne faisait pas son affaire. Et le Maroc est sorti. On n'est pas là à portée de camisole de force. On doit avoir la liberté de se mouvoir quand même. Donc dans ces cas, moi je me dis les sanctions que Alassane Dramane Ouattara et ses collègues présidents ont imposées au Mali est injuste et arbitraire. Ça, je l'assume carrément. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire nous Maliens? C'est de gérer notre portefeuille. Aujourd'hui, il y a des hommes politiques malades ou en prison. Leurs collègues fait et cause pour eux. Mais les citoyens lambda, moi je connais des gens qui sont à Bamako-Kra, en prison à Bamako-Kra, qui sont militants de partis dont le président, juste à la porte de la prison centrale de Bamako-Kra, tout le monde a crié à l'injustice. Pendant qu'il y a un militant là-bas qui se bat contre l'injustice dans sa commune. Personne n'en parle. La commune de Stakeli, le maire de la commune de Stakeli est en prison. Parce qu'il veut se battre contre l'injustice dans sa commune. Son parti même n'en parle pas. Et vous voyez ça, vous voyez cette façon de gérer le pays. Il faut qu'on en sorte. Est-ce que la faute c'est seulement la CEDEAO, mais aussi les Maliens? Mais la faute c'est nous-mêmes. Les Maliens qui font des rébellions, les Maliens qui font des coups d'État. Non, les Maliens qui font la rébellion, les Maliens qui font la rébellion, ça, je n'en parle pas. Et les Maliens qui font des coups d'État aussi? Non, les coups d'État, vous savez, c'est... Moi, j'étais au début de la transition, j'étais parmi ceux-là qui pensent qu'il faut que les militaires gardent le pouvoir suffisamment, aussi longtemps que possible. Aussi longtemps que possible, pour que les hommes politiques, cette fois-ci encore, qui vont se battre. Parce que 91, moi j'étais là en 91. Je fais partie des jeunes qui ont combattu Moussa Traoré en 91. Ça, je te dis clairement. Je fais partie des jeunes qui se sont battus dans la rue. J'ai vu des morts. Pour ma première fois de voir des morts avant 20 ans, c'était à cette époque-là. Le sang, couler le sang, j'ai vu le sang. Mais on a fait ça pourquoi? À l'époque, il y avait 3 mots qu'on disait, qu'on nous répétait en longueur de journée. Lutte contre l'injustice, lutte contre le favoritisme, lutte contre le népotisme. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Donc, c'est nous-mêmes. Maintenant, il faudrait qu'on sorte. Franchement, il faut que les gens se ressaisissent. Voilà. Il faut que les Maliens comprennent que personne ne fera notre pays à notre place. Ok, très bien. Modibo, ça nous voit rapidement sur la question des sanctions. Oui. Votre point de vue? Ok, la CEDEAO dans sa forme est une bonne chose. Mais dans le fond, nous sommes vraiment déçus par les sanctions qui ont été prises contre le Mali. En réalité, le Mali est dans le gouffre aujourd'hui et on ne s'attend vraiment pas à ça de nos frères africains. Et les sanctions économiques ont très généralement un effet boomerang. C'est-à-dire que vous nous faites ça, mais ça aura des répercussions également sur votre économie. Nous, on souffre aujourd'hui, on souffre beaucoup, mais à leur tour aussi, ils souffriront. Donc, au lieu de ça, ils doivent sortir... Ils sont en train de souffrir déjà, je crois. Ils doivent sortir de là et aider le Mali. Parce que nous sommes en train de combattre le terrorisme dans la zone. En réalité, aucun pays seul ne pourra venir à bout. Nous devons aller ensemble. Et partir ensemble, c'est maintenant de lever ces sanctions illégitimes contre le Mali et de nous accompagner afin que nous puissions organiser des élections transparentes comme il le veut et qu'on arrive à éradiquer complètement le terrorisme dans la zone.
Mais les sanctions prises contre le Mali, c'est vraiment illégitime et c'est de leur entière responsabilité. Le Mali n'a rien à voir. Très bien, on va faire un dernier tour de table sur la question de la guerre en Ukraine. Donc une partie du pays est déjà sous contrôle russe, mais Saoud, et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le cas ukrainien est un cas d'école et que c'est l'impuissance même des puissances que cela demande? Bon, je ne dirais pas l'impuissance des puissances. Les puissances sont toujours des puissances, mais surtout l'irresponsabilité des puissances. Okay. Vous savez, derrière toutes les guerres, il y a des intérêts économiques des multinationales qui ne disent pas leur nom. D'accord? Et souvent, défendre sa sûreté nationale ne relève pas que des simples frontières. C'est-à-dire, il faut éviter des positionnements géostratégiques qui gênent certaines puissances. Et il faut éviter de mettre les matériels au-dessus de la vie humaine. Toutes les multinationales qui agissent dans le monde, là où il y a guerre, dites-vous qu'il y a des multinationales en dessous. Donc encore faudrait-il qu'il y ait des leçons d'humanité pour que les gens comprennent que le matériel c'est pour servir l'humain, ce n'est pas pour que l'humain serve le matériel. Tout ce qu'on parle, que ce soit les matières premières, que ce soit les repositionnements des grandes entreprises dans le monde, ça doit servir l'humain. Et ça, c'est cet esprit que je veux que les dirigeants du monde comprennent. Et qu'ils comprennent que les questions de justice, il ne faudrait pas qu'on vienne parler d'un appel à la justice lorsque nous-mêmes on a été complices d'injustice à un moment donné. Par exemple, si vous faites une lecture sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sympathisent par rapport à la mort des Ukrainiens. Il y a des gens qui sympathisent par rapport à la violation de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Mais en même temps, lorsqu'ils pensent au passé, que l'Ukraine a soutenu à des moments donnés des injustices, la Palestine, il y a eu des injustices en Palestine, notamment par l'État israélien. Y a-t-il eu les mêmes sanctions? Il y a par exemple l'ancien international malien Frédéric Oumar Kanouté qui a juste porté un t-shirt de soutien à la Palestine à l'époque qui avait été sévèrement sanctionné. Et qu'aujourd'hui le monde entier porte librement des t-shirts de soutien à l'Ukraine. Les gens se posent la question, c'est-à-dire, y a-t-il une différence entre une vie palestinienne et une vie ukrainienne? Et c'est là que le monde doit tirer leçon, c'est-à-dire qu'on soit attaché à des principes de justice pour qu'un jour où nous sommes victimes d'injustice, les gens ne nous reprochent pas seulement de tenir un discours de survie. Ça, c'est très bien compris. Alors, par rapport à... Est-ce qu'on peut dire que l'Ukraine aujourd'hui est agressée parce que le fait que la Russie intervient militairement sur le territoire ukrainien, aussi en reconnaissant par exemple l'indépendance des États des territoires du Donbass, comment est-ce que vous analysez cela? Vous savez, il est très difficile souvent de limiter l'analyse aux simples conséquences. C'est-à-dire, à toute conséquence, il y a des causes. Et souvent, il y a des positions qui donnent raison dans les conséquences, mais qui ne donnent pas raison dans les causes. C'est-à-dire, si vous remarquez l'Europe de l'Est, ces 10 dernières années, il y a au moins 14 pays de l'Europe de l'Est qui ont adhéré à l'OTAN, qui, si vous voyez traditionnellement, ne partagent pas la vision de l'OTAN. Ne sont pas, politiquement, on n'aurait pas quand même parié, il y a 10 ans de cela, qu'ils seront membres de l'OTAN. Et quelque part, la Russie aussi se sent agressée, parce que nous savons tous, pour être clair, nous savons tous en quelque sorte les conflits des puissances. Et une puissance ne peut pas souvent accepter qu'à sa porte soit une autre puissance avec laquelle elle peut être en conflit d'intérêts économiques, en conflit de repositionnement des multinationales. Donc elle se sent en quelque sorte agressée. Donc souvent cette peur de l'agression à la porte de ses frontières pousse cette puissance à aller défendre en quelque sorte sa sûreté nationale au-delà même de ses frontières. Okay. Mais je pense qu'un consensus peut être trouvé si les deux dirigeants ukrainiens et russes arrivent à se parler et à s'entendre. Je pense qu'on peut facilement mettre fin à cette guerre. Ok, Massile Diop, quelle est votre compréhension de cette guerre en Ukraine? Bon, vous savez, pour moi, toutes les guerres sont absurdes. Toutes les guerres ne font qu'une seule victime, c'est la population. Toutes les guerres, je veux dire, aucune guerre au monde ne peut être justifiée. Aucune agression militaire ne peut être justifiée. Aujourd'hui, mais ce ne sont pas les dirigeants ukrainiens qui sont en train de payer pour leurs choix, pour leurs décisions. Mais voyez-vous, imaginez-vous que ce soit le Mali qui soit dans cette situation, est-ce qu'on l'aurait approuvé, quelle que soit notre tendance? Ça, c'est premièrement.
Deuxièmement, on est en train de se dire, ah oui, nous sommes souverains, nous ne voulons plus de la France, nous ne voulons plus ceci, nous ne voulons plus cela. Mais voyons aussi un peu la logique des choses. L'Ukraine est quand même indépendante depuis 30 ans. Elle a le droit de choisir là où elle veut adhérer. Seulement que cela ne constitue pas une menace pour ses voisins. Je pense que aujourd'hui, ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est malheureux. Et je me demande si le monde arrivera à rattraper cela. C'est l'humanité. La Troisième Guerre mondiale, ça... Que Dieu nous en préserve. Mais de la manière dont nous voyons les choses, on y échappera difficilement. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la Russie a toutes les armes du monde et qu'elle cherche forcément un faible pour lui infliger tout cela. Elle aurait pu s'attaquer, je ne sais pas moi, aux États-Unis, à la France. La Russie se protège un peu. Bon, mais pas en tuant des civils aussi. Tout à fait. Ça ne justifie pas. On est d'accord. Donc pour moi, toutes les guerres en tout cas sont injustes et absurdes. Et les gens doivent payer pour qu'on n'arrive plus à cette situation-là. Mais là aussi, je vois une autre chose, ce sont la faiblesse des institutions que nous mettons en place. Et leur système de 2 poids et 2 mesures. C'est tout cela qui nous a conduits aujourd'hui dans cette situation. Je ressens véritablement de l'amertume par rapport à toute cette situation. Okay, merci beaucoup. Amadou Oumar Diallo, par rapport à l'Ukraine, en tout cas l'offensive russe qui se poursuit d'ailleurs, vous, quelle est votre lecture? Vous savez, je retiens 2 leçons de cette guerre. La première leçon, c'est que les États européens et américains ne sont pas des États fiables. Auxquels il faut faire confiance. Voilà, ce sont des États auxquels il ne faut jamais faire confiance. Quand on peut revenir à tout moment sur son engagement, or c'est ce qui caractérisait l'homme noir un moment. Mais leur soutien reste, je pense, franchement, je me dis c'est très très inquiétant pour l'humanité. On n'allait pas en arriver à cette situation. Qu'est-ce que les Européens devaient faire, les Occidentaux? On ne devait pas en arriver là si les Américains avaient tenu leur parole. Les Russes ont monté des têtes nucléaires. Ils auraient souhaité une intervention. Écoute-moi bien, les Russes ont monté des missiles au Cuba. Entre Cuba et Washington, c'est très loin. Mais ils ont trouvé un arrangement, les Russes ont descendu leurs missiles. Et jusque-là, les Russes n'ont pas encore monté des missiles au Cuba. À la fin de l'URSS, le président Bush et le président Gorbatchev, et avec témoins, il y a des journalistes qui sont en train de revenir sur ces faits-là, avec des témoins à l'appui, ont convenu qu'il n'y aura pas de l'OTAN à la porte de la Russie. Ils n'avaient qu'à tenir cet engagement. Le monde serait préservé. Deuxièmement, le président Obama a conclu un accord avec les Iraniens. Trump est revenu, il a pris un décret pour annuler cet accord-là. Donc ça veut dire que les intérêts, c'est-à-dire que les alliances ou bien les accords dépendent des intérêts du moment et du prince du jour, de son humeur. Quand un État arrive à cette non-fiabilité, franchement, il y a de quoi avoir peur de l'avenir de l'humanité. Moi, je me dis, maintenant, la deuxième inquiétude, ça c'est l'effet sur le Mali. C'est là où je suis très très inquiet. Ça peut avoir quel effet? Aujourd'hui, c'est l'Ukraine, la puissance Ukraine. La puissance Ukraine est aussi puissante que le Mali. Mais plus puissante que l'Ukraine est en train de faire chier aujourd'hui l'Ukraine. Excusez-moi du terme. La Russie. La Russie. La France, plus puissante aussi que le Mali, peut se permettre un beau jour d'attaquer notre palais. Comment ça? Mais s'il n'y a pas de loi qui gouverne le monde, s'il n'y a pas de loi qui gouverne le monde, il faut s'attendre à tout. Un jour, la France, aujourd'hui, tellement que les Maliens, nous Maliens, on est en train d'accueillir la France. Depuis que c'est arrivé, moi, je suis de moins en moins bavard maintenant sur Facebook contre la France parce que je me dis, si c'est arrivé en Ukraine, ça peut arriver au Mali. Et surtout, on est en train d'activer la rébellion à Kidal.
Vous voyez les effets. La rébellion s'est activée. La rébellion s'est activée. Maintenant, je me dis, maintenant, la France, les États-Unis ont enlevé un marché à la France. Et Biden a promis aux Français, on va trouver la solution. Maintenant, la France provoque les Russes. Biden vient aider la France à créer les petits ennuis aux Russes. Maintenant, les Russes vont s'éloigner de l'Afrique, qui est le précaré des Français. Donc, les Russes, pendant ce temps, les Russes vont être dégagés de l'Afrique. Maintenant, c'est champ libre pour la France maintenant de revenir au Mali et en activant tout simplement les rebelles. Point. Que Dieu nous en préserve encore. Modibo Sanogo, par rapport à l'offensive russe en Ukraine, l'Ukraine parle de violation de son intégrité territoriale. Vous, qu'est-ce que vous avez compris? Alors, il faut comprendre que le monde est dirigé par ce qu'on appelle l'ordre mélien. C'est-à-dire le plus fort ne respecte que le plus fort. La justice existe entre les puissants. Quand il y a un plus fort et un plus faible, il n'y a pas de justice. Il a parlé du cas américain tout à l'heure. Il faut comprendre aussi que la Russie, c'est la première puissance militaire en Europe. Et ils ont plus de têtes nucléaires d'ogives que n'importe quel autre pays dans le monde. Alors cependant, ils trouvent que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une menace pour eux. Mais ils font tout pour l'arrêter. Cependant, il y a les médias occidentaux qui exagèrent un peu. Ils exagèrent. Nous avons connu pire ici, en Afrique, comme dans le Moyen-Orient. Et surtout, ce qui sera mal pour l'Europe, cependant, c'est l'effet boomerang sur le point économique. On a parlé de la suspension de la Russie au système bancaire SWIFT, qui est composé d'à peu près de 10 000 institutions financières. En fait effectivement. Alors, exactement, les Russes ont décidé d'adhérer au système chinois, le CIPS, qui ne contient pas autant de membres que le système SWIFT. Mais par contre, ça peut être aussi une alternative. Est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences immédiates ou lointaines sur le Mali? Immédiates sur le Mali, je ne pense pas. À la longue, bien évidemment, parce qu'on dit qu'il y a, comment dirais-je ça, au niveau de la bourse même, vous voyez qu'il y a beaucoup de pression. Non, on ne comprend pas trop les histoires de bourse. Le président français dernièrement était sorti pour essayer de faire comprendre à la population qu'ils vont subir des coûts. Il y aura des augmentations sur pas mal de produits, notamment le gaz, parce que le gaz russe fournit... Mais le fait qu'un État décide de violer l'intégrité territoriale d'un autre État, alors, est-ce que c'est là, la situation est assez complexe. En Ukraine, il y a des russophones et des europhones. Mais quel que soit... La situation est assez complexe. Parce que pendant plus de 8 ans, alors, les populations de Donbass disent que les Ukrainiens, Kiev, est en train de les attaquer. Et il n'y a pas eu d'intervention. Il n'y a pas eu d'intervention, personne n'a demandé le cessez-le-feu. On parle et de l'autre côté, je parle du territoire ukrainien. Et actuellement, on dit que la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine. Bon, il y a des médias d'un côté qui exagèrent, du côté européen, du côté occidental comme du côté russe. Chacun essaie de justifier sa position. Mais en réalité... Qu'est-ce qu'un média a dit qui vous semblait être faux? Alors, dire quoi, par exemple? Que des populations sont en train de mourir. Dire que les populations sont en train de mourir, c'est faux. Si vous écoutez les médias russes, par exemple comme RT, ou les médias chinois, CGTN, je ne pense pas que les gens ne meurent pas. Il y a tout le temps des dommages lors d'une guerre, lors des frappes. Mais ce qu'on dit, c'est exagéré. Ils exagèrent. Ils sont en train d'exagérer la situation. Et c'est des choses qui... Il faut quand même dire que... La guerre n'est jamais la solution. Et pour ne pas en arriver là, il faut vraiment que les gens se respectent. Et les Allemands ont compris, ils ont augmenté récemment leur budget à près de 100 milliards de dollars, et 100 milliards d'euros plutôt. Ça veut dire qu'ils ont compris que pour se protéger, il faut se préparer. Et voilà, donc c'est ce qui met fin à cet échange, à ce débat politique. Et nous avons essentiellement parlé de l'accord d'Alger, mais aussi du départ de Barkhane, mais finalement de la durée de la transition au Mali et enfin de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à très bientôt sur Alafia TV.